À travers le monde, les trains à grande vitesse ne cessent de repousser les limites. Toujours plus rapides, plus performants. Mais rares sont ceux qui égalent le pionnier français, le TGV. Depuis près de 50 ans, ce joyau du design industriel a toujours une longueur d'avance sur son temps. Il connecte les villes de France, s'exporte dans le monde entier, anticipe l'avenir et redéfinit la grande vitesse. De son design révolutionnaire à son aérodynamique de pointe, en passant par les prouesses de génie civil pour franchir les obstacles, ce train high-tech est une machine hors norme taillée pour l'exploit. Des milliers de techniciens et d'ingénieurs ont œuvré pour faire de ce train une icône et pour qu'il le reste, pulvérisant les records du monde de vitesse jusqu'à atteindre 574,8 km/h. Une success story née du génie français, fruit de décennies d'excellence technologique. Vous allez découvrir les histoires incroyables et les innovations spectaculaires qui se cachent derrière cette réussite 100% française. Voici les secrets du TGV. Pour démarrer à la 10e place, le TGV n'est pas un simple train. C'est le symbole du génie industriel, de l'audace scientifique et de l'ambition française sur la scène mondiale. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France se lance dans de grands projets nationaux. Du Concorde au nucléaire, symbole de modernité et d'indépendance technologique. Le pays reconstruit et modernise aussi ses infrastructures. Dans les années 50, le train est le moyen de transport privilégié pour les longs trajets. Seuls 20% des ménages possèdent une voiture. Mais en 10 ans, le parc automobile va grimper en flèche. Passant de 1,6 million de voitures en 1950 à près de 5 millions en 1960. Grâce à la hausse des salaires, à des voitures plus abordables et à l'amélioration du réseau routier, ce nombre va doubler et atteindre près de 12 millions en 1970 pour une population de 50 millions d'habitants. À mesure que les voitures se multiplient et que l'avion devient accessible, l'intérêt pour le train commence à décliner. C'est à ce moment charnière que le gouvernement français va faire un pari. Un choix audacieux qui deviendra un succès retentissant et révolutionnera le rail pour des décennies. Le 27 septembre 1981, 3 mois seulement après son entrée en fonction, le président François Mitterrand inaugure le TGV. Fruit d'un partenariat de longue date entre le constructeur ferroviaire Alstom et la SNCF, le TGV marque un nouveau départ pour la puissance industrielle et scientifique française. Ce lancement s'inscrit dans une décennie riche en changements technologiques, culturels et infrastructurels, que ce soit dans les médias, l'architecture ou les transports. Le TGV est un succès technologique, mais aussi une fantastique réussite économique. Il crée des milliers d'emplois et offre un très bon retour sur investissement. Dès sa première année d'exploitation, le nombre de passagers ferroviaires en France bondit de 28%. Quatre ans plus tard, avec l'achèvement de la voie à grande vitesse, le TGV transporte des passagers entre Paris et Lyon plus rapidement que l'avion. Cette meilleure connexion entre les grandes villes permet aussi une décentralisation du pouvoir économique en dehors de Paris. La durée du trajet entre Paris et Strasbourg passe de 5h30 à seulement 1h50. Celui entre Paris et Lille fond de 3 heures à une seule. En 2001, la liaison Paris-Marseille est effectuée en 3 heures au lieu de 7. Puis c'est au tour de Paris-Bordeaux, un peu plus de 2 heures au lieu de 6.
La première section de 274 km de la ligne TGV Sud-Est et ses 87 rames coûtent à l'époque environ 10 milliards de francs, soit l'équivalent de 5 milliards d'euros aujourd'hui. L'investissement doit générer 12% de rendement. Il atteint en réalité jusqu'à 30%. Et au-delà du bilan purement financier, il permet à des millions de voyageurs de gagner un temps précieux, aux économies régionales de se développer et à la France de se déplacer autrement. Conçu par deux designers visionnaires français, Jacques Cooper et Roger Talon, le TGV fait partie des créations françaises emblématiques qui marquent leur époque. De la fusée Ariane à l'Airbus, de la Tour Eiffel au viaduc de Millau, la Citroën DS à la petite robe noire de Chanel. Alstom, constructeur du TGV, continue de faire briller le savoir-faire français en vendant rames et infrastructures pour plusieurs milliards d'euros à travers le monde. C'est un fait économique et politique sans précédent que le premier TGV dans un pays africain sera d'Alstom. Et c'est un fait sans précédent que nous commencions à ouvrir des marchés en Amérique du Sud. Le TGV, un train qui fait rêver toute une génération et demeure l'un des fleurons de l'ingénierie française. À la 9e place, le TGV 001. L'étonnant prototype à turbine à gaz qui a ouvert la voie à la grande vitesse ferroviaire. Années 70. L'avenir semble appartenir aux avions et aux automobiles. Le pétrole bon marché coule à flot, rendant la consommation d'énergie bien moins préoccupante qu'aujourd'hui. Et pourtant, l'idée d'un réseau ferré à grande vitesse commence à germer. À Belfort, une petite équipe d'Alstom met son savoir-faire aéronautique à profit pour créer le train le plus rapide et le plus performant au monde sur un réseau ferré classique. Le TGV, ou train à grande vitesse, est destiné à révolutionner le monde des transports. Le 25 octobre 1971, 10 ans avant l'inauguration du TGV, le prototype TGV 001 sort des ateliers d'Alstom et entre dans l'histoire. Les ingénieurs testent ce prototype jusqu'aux confins de ses limites. Ils analysent les systèmes d'inclinaison, l'aérodynamique à grande vitesse et le freinage dynamique. Le TGV 001 est composé de 3 wagons et de 2 motrices aux extrémités. Chaque motrice est équipée de turbines Turboméca Turbo 3G ou Turbo X. Conçues à l'origine pour les hélicoptères super frelons, ces turbines à gaz développent chacune plus de 5000 chevaux, l'équivalent de 5 voitures de Formule 1 réunies. Les turbines entraînent des générateurs électriques qui alimentent à leur tour des moteurs de traction montés sur des chariots appelés bogies. Le TGV 001 en compte 6, dont 4 répartis entre les voitures, une configuration encore très rare à l'époque. La phase d'essai du TGV 001 permet d'accumuler un savoir-faire inédit sur les trains à grande vitesse à turbine à gaz. Mais sans s'en rendre compte, les équipes posent aussi les bases de la version électrique qui finira par le remplacer. En effet, les ingénieurs perfectionnent la manière de capter et de convertir l'électricité des caténaires, tout en mesurant l'importance du contact entre les roues et les rails et son impact sur la vitesse. Ils découvrent aussi les secrets pour stabiliser un train multivoiture lancé à pleine vitesse dans les virages. Le 8 décembre 1972, le TGV 001 bat le record de vitesse pour un train non électrique, 318 km/h, un record toujours inégalé à ce jour. Le TGV 001 semble promis à un avenir triomphant. Mais en 1973, le choc pétrolier secoue le monde entier.
Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient entraînent des embargos pétroliers qui paralysent de nombreux pays dépendants de ce carburant. Vous n'avez pas trouvé d'essence ailleurs? Non, il y avait la queue ici, alors je me suis arrêté. Avec le prix du baril de pétrole qui quadruple en un temps record, cela n'a aucun sens de continuer à investir dans un train qui consomme 1,5 tonne de kérosène à l'heure. Le 19 juin 1978, le TGV 001 retourne dans son hangar sans avoir jamais transporté un seul passager. Bien qu'il n'atteigne jamais son objectif initial d'entrer en exploitation commerciale à la fin des années 70, il est remplacé la même année par une version électrique expérimentale du TGV. Hors service, le prototype TGV 001 reste un banc d'essai tout au long des années 80, attelé derrière les nouveaux TGV pour récolter des données cruciales. Le 19 mars 1996, le TGV 001 est classé monument historique français. Loin d'être un chapitre oublié dans l'histoire du transport ferroviaire à grande vitesse, le TGV 001 constitue un maillon essentiel. Il restera à jamais le précurseur du TGV d'aujourd'hui et une source d'inspiration pour les réseaux à grande vitesse du monde entier. À la 8e place, un réseau ferroviaire de pointe conçu sur mesure pour accueillir le train de passagers conventionnel le plus rapide du monde. Bien que tous les TGV puissent circuler sur des voies classiques, ils ont besoin de lignes à grande vitesse pour atteindre leur performance maximale. À une vitesse de 300 à 320 km/h, les TGV nécessitent des voies bien plus résistantes que celles conçues pour des trains traditionnels roulant entre 160 et 200 km/h. Les courbes doivent être aussi plus douces, les pentes plus régulières, la tension électrique plus élevée et la ligne doit éviter les zones très habitées, à la fois pour le bruit et la sécurité. Évidemment, tout cela a un coût. La construction des lignes TGV les plus modernes peut atteindre jusqu'à 21,5 millions d'euros par kilomètre. Mais cela n'est rien comparé aux quelques 155 millions d'euros nécessaires à la construction de certaines voies monorail du Shinkansen japonais, plus de 7 fois plus cher que l'infrastructure du TGV. Tout d'abord, avant de pouvoir poser des rails, il faut tracer l'itinéraire le plus droit et le plus plat possible, souvent en traversant des terrains accidentés. C'est là qu'intervient le système déblai-remblai. Pour éviter au maximum de construire des ponts et des tunnels, ce système permet aux équipes de construction de facilement aplanir le terrain. Les petits monticules et collines sont retirés à l'aide de pelleteuses, et le surplus de terre est utilisé pour combler la dépression suivante. L'opération est répétée selon un cycle de déblai et de remblai tout au long de la ligne. Ensuite, en raison des forces dynamiques considérables générées par un train à grande vitesse, les structures de soutien sur lesquelles il circule doivent être particulièrement robustes. Après des études géotechniques approfondies, les voies sont recouvertes d'un mélange spécial de béton et de roches volcaniques. Acheminé par train de ballast, ce mélange est posé sur 30 à 50 cm de profondeur pour un poids atteignant 5 tonnes par mètre. Au total, ce sont 13,5 millions de tonnes de ballast qui couvrent le réseau à grande vitesse, presque autant que le poids de 34 000 avions gros porteurs. L'entretien régulier ajoute chaque année 2 millions de tonnes de ballast supplémentaires au réseau ferroviaire français. Celui-ci est ensuite recouvert de traverses en béton précontraint sur lesquelles sont posés les rails. Les lignes à grande vitesse du TGV sont équipées de rails soudés en continu pouvant atteindre 400 mètres de long et 60 kg par mètre. Le soudage continu signifie l'absence de joints, ce qui optimise l'aérodynamisme et réduit la maintenance sur l'ensemble du réseau. Un autre facteur clé du réseau TGV est de garantir une puissance électrique suffisante.
Chaque ligne nécessite des centaines de sous-stations électriques installées à raison d'une tous les 50 km environ afin que le train ne subisse aucune chute de tension. Chaque sous-station reçoit du réseau national une puissance considérable de 225 000 volts. Cette énergie est transformée en 25 000 volts, près de 60 fois la tension d'une voiture électrique. Elle est transmise aux caténaires aériennes que le pantographe du train capte pour alimenter le TGV. Depuis 1983, ce réseau à grande vitesse ne cesse de s'étendre. Aujourd'hui, il atteint 3000 km de voies, mais il est certainement encore appelé à se développer. Les voyageurs le remarquent à peine, et pourtant sans lui, le TGV ne pourrait tout simplement pas exister. À la 7e place, un incroyable exploit d'ingénierie. Une tranchée cachée dans la terre qui permet au TGV de passer inaperçu dans le paysage. Lorsque les travaux sur la ligne Tours-Bordeaux débutent en 2012, un problème va se poser. Comment faire passer un train à grande vitesse dans une zone périurbaine aussi dense ? Dans la périphérie de Tours s'entremêlent déjà une route départementale, une voie ferrée et même une autoroute. Faire passer la ligne à grande vitesse au-dessus de toutes les infrastructures existantes aurait nécessité un ouvrage si monumental que la population locale ne l'aurait jamais accepté. Les ingénieurs décident donc de ne passer ni par-dessus ni par-dessous, mais à travers. Le procédé relève d'un véritable exploit de génie civil. Une profonde tranchée conçue pour littéralement faire disparaître le train du paysage. Avant le début des travaux, des archéologues fouillent le site de Vaigné et y découvrent des vestiges de la fin de l'Antiquité au Moyen-Âge. Étonnamment bien conservés. Lames de fer, boucles de ceinture, fragments de peigne et même les traces d'un éventuel puits préhistorique. Enfin, en mars 2013, des centaines de travailleurs et d'ingénieurs obtiennent le feu vert pour lancer les travaux et faire passer le TGV à travers la zone. Pour réduire au maximum l'espace utilisé, les talus inclinés traditionnels sont remplacés par une tranchée semi-couverte avec des murs de soutènement à 90 degrés. Tout d'abord, plus de 350 panneaux de béton sont insérés dans le sol sur 1,7 km. Puis, 500 000 m3 de terre sont excavés jusqu'à 15 mètres de profondeur, ce qui représente à peu près 200 piscines olympiques. Enfin, des poutres en béton armé de 12 tonnes sont placées tous les 5 mètres pour éviter que les deux parois de la tranchée ne s'effondrent. Cette méthode innovante doit permettre au TGV de filer presque inaperçu, à quelques mètres seulement sous la surface de la Terre. Mais il y a un autre défi à gérer. La tranchée est construite sur un terrain gorgé d'eau, entouré de nappes phréatiques. L'eau risque de faire remonter toute la structure. Or, la moindre variation dans l'alignement des rails peut provoquer une véritable catastrophe. La tranchée est donc équipée de capteurs pour permettre aux équipes de surveiller en temps réel toute variation de la pression de l'eau. 3 années de travail, des millions d'euros de béton et des dizaines de milliers d'heures d'ingénierie qui finissent enfin par payer. En 2016, le premier TGV traverse la tranchée de Vaigné à 300 km/h. Un trajet qui dure 23 secondes. Preuve que la technologie est capable de s'adapter aux contraintes des terrains, même les plus difficiles. À la 6e place, vous allez découvrir les secrets de l'aérodynamisme du TGV. Un train dessiné dans un seul but, la vitesse ultime. Afin de limiter l'usure et leur empreinte carbone, les TGV français sont limités à 320 km/h, mais ils sont capables d'aller beaucoup plus vite.
Cette vitesse est obtenue grâce à une conception unique qui optimise l'aérodynamisme, la puissance et la stabilité. Le nez du TGV est étudié dans les moindres détails pour être aussi aérodynamique que possible. Réduire la prise au vent, augmenter la vitesse et optimiser l'efficacité énergétique. Sa silhouette profilée lui permet de fendre l'air presque sans résistance. Elle renforce aussi la stabilité face aux vents latéraux. De plus, le nez s'ouvre automatiquement pour donner accès à un système d'attelage, permettant de relier deux trains entre eux, ainsi que leur système de communication, de freinage et de traction. Non seulement ce dispositif intégré réduit la résistance à l'air et augmente la vitesse, mais il fait aussi gagner du temps et renforce la sécurité par rapport aux attelages manuels traditionnels. Autre élément qui influence directement la vitesse du train, la façon dont il se connecte aux caténaires aériennes. Une ligne ferroviaire classique fonctionne avec 1500 volts. Mais pour atteindre ces vitesses maximales, le TGV nécessite une puissance impressionnante de 25 000 volts. Cela correspond à peu près à l'électricité nécessaire pour alimenter 10 000 foyers. Mais la moindre oscillation entre le pantographe, le bras articulé fixé au toit du train, et la caténaire suspendue peut interrompre le contact électrique et réduire la vitesse du TGV. Le pantographe d'origine à un seul niveau ne pouvait pas monter suffisamment haut pour compenser les variations de la caténaire lorsque le train passait en dessous à grande vitesse. Les développeurs ont donc créé un pantographe à deux niveaux. Sa spécificité est de pouvoir se déployer sur une seconde hauteur plus élevée, ce qui lui permet de mieux adhérer au câble aérien et donc minimiser les risques de perte de puissance. Par ailleurs, les caténaires sont installés en zigzag pour répartir le point de contact sur le pantographe et réduire l'usure due à la friction intense. Ensuite, en matière de stabilité, des essais menés sur le TGV 001 avaient mis en évidence l'oscillation des wagons dans les courbes, même les plus légères. Une problématique qui entraîne non seulement un trajet inconfortable pour les passagers, mais aussi un risque de déraillement du train ou de mise en portefeuille. L'un des secrets de stabilisation du TGV est le système de bogies Jacob. Sur un train classique, chaque voiture repose sur deux bogies placées à chaque extrémité. Mais à grande vitesse, cette disposition est trop instable. Sur le TGV, les bogies ont donc été placées à cheval entre les wagons. Conçu au départ pour réduire le balancement des voitures, ce système va aller au-delà des attentes. En réduisant le nombre de bogies, on diminue le poids et la traînée, on resserre l'espace entre les voitures et on améliore nettement l'aérodynamisme, donc la vitesse. Cette configuration est aussi plus économique et permet, grâce au gain de place, de concevoir des rames plus longues. Grâce aux avancées technologiques permanentes, le TGV demeure le train à grande vitesse conventionnel, le plus rapide jamais construit. En cinquième position, l'ingénierie de pointe qui permet au TGV de franchir tous les obstacles sur son trajet. Les lignes à grande vitesse des TGV utilisent des techniques de déblai-remblai partout où cela est possible. Mais parfois, il n'y a pas d'autre choix que de construire un pont ou un tunnel. En 1995, la montagne de Tartéguy sur la ligne TGV Méditerranée devient l'un des défis les plus complexes jamais rencontrés par le réseau à grande vitesse. Son col, situé à 400 mètres d'altitude, est trop haut pour être franchi et le relief alentour trop accidenté et sinueux pour permettre un contournement. La seule façon d'avancer est d'aller tout droit. Le chantier s'annonce déjà colossal au regard de l'ampleur du tunnel à creuser. La hauteur du tunnel équivaut à un immeuble de 6 étages et la surface de la section à ouvrir représente 180 mètres carrés. Les TGV nécessitent en effet des tunnels beaucoup plus larges que les trains classiques.
Lorsqu'un train traverse un tunnel, il se comporte comme un piston dans un cylindre. En avançant à toute vitesse, il comprime l'air devant lui, créant une pression intense. Celle-ci se propage ensuite sous forme d'onde de choc à travers le tunnel. Derrière le train, une zone de basse pression se forme, tandis que l'air est aspiré dans l'espace qu'il laisse derrière lui. Lorsque deux trains à grande vitesse se croisent dans un tunnel, ces ondes de pression se combinent, amplifiant encore leurs effets. Si le tunnel est trop étroit, cette pression peut provoquer un bruit excessif, une gêne pour les passagers, des contraintes sur la structure et même endommager le train ou le revêtement du tunnel. Les tunnels plus larges permettent à l'air de circuler plus librement autour du train, réduisant les ondes de pression et assurant un trajet plus sûr et plus confortable. Les équipes commencent à creuser le tunnel de 2,5 km depuis ses deux extrémités. Au départ, le creusement à travers de grandes couches de roches sédimentaires, calcaire, grès et marne, se passe sans problème. Mais soudain, c'est la catastrophe. Les équipes rencontrent une section centrale de 900 mètres de long d'argile marneuse, si instable que le moindre mouvement menace de faire s'effondrer le tunnel. Et les ingénieurs n'arrivent pas à trouver de solution. La SNCF sollicite alors des experts internationaux pour tenter de trouver une solution à ce problème apparemment insoluble. Et l'un d'eux pourrait bien avoir la réponse. L'ingénieur et professeur italien Pietro Lunardi. Il suggère de stabiliser le tunnel avec 90 à 150 tiges horizontales, appelées boulons. Chacune mesurant 24 mètres de long et jusqu'à 60 mm de diamètre. L'idée est de les insérer d'un côté du tunnel pendant que le creusement avance de l'autre. Le choix de leur matériau est crucial. En acier, elles auraient bloqué les machines. Alors qu'en fibre de verre, elles se brisent au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Cette technique crée un renfort suffisant pour permettre aux machines de creuser et aux équipes de bétonner le tunnel avant que les parois ne se referment. La méthode ADECO-RS pour analyse des déformations contrôlées dans les roches et les sols apporte enfin une solution. Au bout du compte, après 3 ans de travaux et un coût total de 90 millions d'euros, le tunnel de Tarteguy coûtera 2 fois plus cher que prévu initialement. Mais il permet finalement aux passagers de traverser la montagne en seulement 29 secondes. Et ce n'est là qu'un exemple parmi tant d'autres, des nombreuses prouesses d'ingénierie réparties sur tout le réseau à grande vitesse du TGV. En 4e position, un concept futuriste qui a presque éclipsé le TGV avant son lancement. Mi-avion, mi-train, voici l'aérotrain. Propulsés par des turbines à gaz d'avion, les premiers modèles dépassent les 320 km/h et parcourent des milliers de kilomètres sur la piste d'essai sans rencontrer le moindre problème. Conçu par le brillant ingénieur aéronautique français Jean Bertin, l'aérotrain reçoit le soutien de l'État français dès 1965 et se positionne comme un concurrent direct du TGV 001 d'Alstom. Les deux trains se disputent alors l'avenir du transport ferroviaire français. Pendant un temps, l'aérotrain devance le TGV. Il est même clairement donné gagnant. Arrivé au stade final de son développement, l'aérotrain français constituera un avantage considérable pour les voyageurs lorsqu'il sera mis en service. L'aérotrain commence ses essais dès 1969, alors que le TGV 001 est encore en phase de conception. Utilisant une technologie davantage issue de l'aéronautique que du transport ferroviaire, il vole littéralement le long d'un rail spécialement conçu. Une structure centrale en béton en forme de T inversé, d'1,3 m de large et à 10 mètres de hauteur. Un coussin créé par de l'air comprimé permet à l'aérotrain de léviter à seulement quelques millimètres au-dessus de sa voie. Sur le modèle d'essai, un turbomoteur Tourmastazu 14 entraîne 2 ventilateurs qui, à leur tour, alimentent des coussins d'air.
6 pour la sustentation et 6 pour le guidage. Cette portance soulève le train au-dessus de sa voie et laisse sa grande hélice à 3 pales, à pas variables, le propulser vers l'avant. Amener l'aérotrain à sa vitesse maximale n'est pas la seule prouesse technique. Dans une version ultérieure, Bertin met au point un système pour freiner ce train de 3,7 tonnes lancé à 200 km/h sur une voie avec laquelle il n'est même pas en contact. Tout d'abord, l'aérotrain est ralenti en inversant le flux d'air dans l'hélice, exactement comme un moteur d'avion est mis en inversion de poussée. Pour plus de contrôle et en cas d'urgence, un dispositif pince la voie centrale, servant de frein mécanique quand il le faut. Cela permet au train de ralentir suffisamment avant de dépressuriser progressivement le coussin d'air jusqu'à l'arrêt complet. Le 5 mars 1974, une version plus puissante de l'aérotrain avec un moteur à réaction, l'I-80HV, établit un nouveau record mondial pour les véhicules à coussin d'air, atteignant l'incroyable vitesse de 430,4 km/h. Le 21 mars 1974, le gouvernement français signe un contrat pour la construction d'une ligne aérotrain de 18 km reliant Cergy à la Défense, à Paris. Mais quelques mois plus tard, retournement de situation. Le gouvernement français annule le projet. Le choc pétrolier de 1973 a finalement raison de l'aérotrain propulsé par des turbines fonctionnant au kérosène. Le gouvernement préfère en effet transférer ses investissements vers une version électrique du TGV. Bertin décède l'année suivant l'arrêt du financement de son projet et l'aérotrain effectue son dernier voyage le 27 décembre 1977. Aujourd'hui, il n'en reste que quelques vestiges aux abords d'Orléans, où des portions de la piste d'essai sont encore visibles. Bien qu'il n'ait jamais été commercialisé, l'aérotrain, premier véritable train à lévitation, inspirera le Overtrain britannique, le projet TACV américain et ouvrira la voie au système magnétique moderne, un bel héritage technologique. À la 3e place du classement, l'excellence technologique du TGV français s'exporte aux 4 coins du monde. Depuis 1981, le TGV a transporté plus de 3 milliards de passagers sur des milliers de kilomètres à travers la France. Mais partout dans le monde, des centaines de millions de personnes ont voyagé à bord de trains dérivés du fleuron français. Sa technologie et son design avancé s'exportent aux États-Unis, au Maroc, en Corée du Sud ou encore en Espagne. La Corée du Sud est l'un des premiers pays en dehors de la France à adopter la technologie TGV d'Alstom et le premier en Asie à utiliser ce savoir-faire français. Son réseau ferroviaire à grande vitesse lui coûte 13,5 milliards d'euros, dont 1,3 milliard pour 12 rames TGV, la signalisation, l'électrification et un transfert de technologie. Plus de 400 ingénieurs français d'Alstom aident le constructeur sud-coréen Hyundai Rotem à construire 34 trains locaux. 600 ingénieurs ferroviaires coréens sont également formés à la maintenance, à l'exploitation ou au système d'information. Par ailleurs, le KTX-1 a dû être adapté aux nombreux tunnels coréens, moins longs et plus étroits. Le nez du KTX-1 est plus court. L'étanchéité du châssis renforcée pour éviter les fuites d'air et les fenêtres sont en triple vitrage pour minimiser le fameux bang des tunnels. La suspension est améliorée pour les voies mixtes, les bogies adaptées aux pentes plus raides, les freins optimisés
et la capacité augmentée en supprimant les voitures-bars, tandis que l'isolation et les traitements anti-corrosion préparent le train au climat rigoureux de la Corée. Enfin, les sièges de première classe pivotent pour que les passagers puissent toujours être dans le sens de la marche, une préférence culturelle en Corée et au Japon. En 2004, après plus de 10 ans de collaboration, le KTX coréen est finalement dévoilé. Avec ses 387 mètres de long, ses 700 tonnes et sa capacité de 935 passagers, le KTX est le plus long et le plus lourd de tous les TGV. Je suis ravi de participer aujourd'hui à l'inauguration officielle de l'Acela Express. En 2000, les États-Unis lancent l'Acela Express, le premier service à grande vitesse sur l'axe nord-est entre Washington, New York et Boston. Une création rendue possible grâce à un transfert direct de la technologie du TGV. Les rames sont construites par un consortium d'Alstom en France. Le système de traction, l'architecture du freinage régénératif et la conception des bogies proviennent directement de la plateforme TGV de 3e génération. Le plus grand défi réside dans les normes de résistance aux collisions beaucoup plus strictes des États-Unis. Les réglementations américaines exigent que l'Acela supporte des forces d'impact bien plus importantes que les trains européens, ce qui nécessite un renforcement du châssis, du nez et l'ajout de structures plus lourdes pour absorber l'énergie. Résultat, les locomotives Acela pèsent environ 25% de plus que celles du TGV. Comme les lignes américaines comportent des courbes beaucoup plus serrées, l'Acela utilise la technologie des trains pendulaires pour garder la vitesse et le confort des passagers dans les virages. L'Acela a beau circuler sur une ligne centenaire aux courbes serrées et au trafic mixte, il est largement plébiscité par les voyageurs d'affaires. En hiver, la neige est dégagée par des souffleurs et des trains déneigeurs. Quant aux aiguillages, ils sont chauffés, ce qui permet à l'Acela de circuler même quand les aéroports et les autoroutes sont fermés. Preuve que la technologie ferroviaire à grande vitesse française peut réussir même sur le sol américain. Le TGV est également vendu au Maroc. Le Maroc a déjà fait ses devoirs du point de vue des infrastructures. Il suffit de sortir en voiture pour voir les autoroutes que vous avez. Il suffit de voir que vous allez avoir le premier TGV de l'Afrique. Le 18 novembre 2018, le Maroc lance la ligne Al Borak, le tout premier train à grande vitesse du continent africain. Aujourd'hui, c'est une journée historique. Ça n'est pas vraiment la fin d'un projet, c'est le début d'une nouvelle ère au Maroc. Et c'est aussi le début d'un nouveau service dont on espère à la SNCF que tous les Marocains vont être fiers. Elle relie la ville portuaire de Tanger au centre économique de Casablanca en seulement 2h10 au lieu de 4h45 auparavant. Une véritable révolution pour la région, tant pour les affaires que pour le tourisme et les trajets quotidiens. Alstom fournit l'ensemble des voies et des gares de la ligne Al Borak, ainsi que les équipements nécessaires. Et surtout, 14 TGV Euroduplex de 553 places, capables d'atteindre 320 km/h. Et cette fois-ci, c'est au climat et à l'environnement marocain qu'il est adapté. Le TGV Al Borak se compose de 2 motrices, 2 voitures de première classe, 5 de seconde classe et un wagon-restaurant. Mais surtout, ces systèmes de climatisation sont renforcés pour supporter des températures allant jusqu'à 50 degrés. Les joints et filtres sont optimisés pour empêcher le sable de pénétrer et les freins ainsi que les bogies sont recouverts d'un revêtement anti-poussière. Enfin, les prises d'air sont adaptées pour filtrer les particules fines, rendant le TGV parfaitement opérationnel au Maroc. Cette capacité d'adaptation aux besoins spécifiques de chaque pays permet au TGV de conquérir de nouveaux marchés tout en renforçant la puissance industrielle française à l'échelle mondiale.
À la deuxième place, le TGV bat le record du monde de vitesse sur rail conventionnel. Un record qu'il détient encore à ce jour. Les trains interurbains classiques circulent entre 160 et 200 km/h. Le TGV, lui, transporte les passagers à une vitesse impressionnante de 320 km/h, soit jusqu'à 2 fois plus vite. En 2007, le projet V150, d'un montant de 30 millions d'euros, ambitionne de développer une version allégée du TGV, spécifiquement conçue pour devenir le train à roues le plus rapide jamais construit. L'objectif ? Dépasser la vitesse de 150 mètres par seconde, soit 540 km/h, autrement dit 170 km/h de plus que la vitesse maximale d'une Formule 1 en ligne droite. Pour espérer réaliser cet exploit, le TGV POS 4402 doit subir plusieurs modifications. Tout d'abord, le train est raccourci par rapport à la configuration classique. Les deux motrices sont conservées. En revanche, les voitures passagers passent de 8 à 3. La puissance de traction passe de 9,3 à 19,6 MW, assez pour alimenter simultanément 10 000 à 15 000 foyers. En plus des 4 bogies moteurs des deux motrices, les 2 bogies reliant les wagons passagers sont également motorisées. Le diamètre des roues passe de 92 cm à 1,09 m afin de réduire leur vitesse de rotation à grande vitesse. Le nez profilé du TGV est équipé d'une étrave à l'avant et d'un pare-brise affleurant pour une meilleure pénétration dans l'air. Afin de minimiser les turbulences, des soufflets sont installés entre chaque voiture et des capots sur la cavité du pantographe. Les améliorations aérodynamiques permettent de réduire la traînée de 15% par rapport à la configuration d'origine du TGV. Ce train modifié a également besoin de plus de puissance. Les câbles caténaires aériens sont renforcés et leur tension augmentée de 25 000 à 31 000 volts. Les voies sont adaptées pour permettre des inclinaisons plus importantes et le système de signalisation modernisé pour supporter l'augmentation de la vitesse. Enfin, plus de 600 capteurs sont installés pour recueillir un maximum de données, tandis que les conducteurs se préparent à ce qui semble encore impossible. L'essai chronométré se déroule entre les gares de Meuse et de Champagne-Ardenne, près de la ville de Reims, sur la ligne Est du TGV. Le 3 avril 2007, le TGV POS 4402 atteint la vitesse impressionnante de 574,8 km/h. Il dépasse toutes les prévisions. Jamais un train conventionnel n'avait roulé aussi vite et depuis, aucun n'a égalé ce record. À l'attention de tous, après contrôle et validation, la valeur officielle de la vitesse atteinte dans notre marche est de 574,8 km/h. Je répète, 574,8 km/h. L'événement est filmé pour la télévision par une caméra placée sur un avion militaire aérospatial Corvette. Aucun hélicoptère ne pourrait suivre le TGV à cette vitesse. À ce jour, seul le maglev japonais L0 à sustentation magnétique a dépassé cette vitesse, ce qui rend la performance du TGV d'autant plus exceptionnelle pour un train qui reste en contact physique avec les rails. Il aura fallu 100 000 heures de développement, 300 ingénieurs et techniciens et plus de 200 heures d'essai pour repousser les limites et accomplir cet exploit. En tête du classement, le TGV de 5e génération, une révolution technologique qui redessine l'avenir de la grande vitesse ferroviaire au XXIe siècle.
Après 4 générations, un tout nouveau TGV entre en scène, encore plus performant. Le TGV M. C'est un pari industriel, c'est un pari écologique, c'est un pari d'aménagement de notre territoire. Prévu pour entrer en service en 2026, le TGV M est dévoilé le 9 septembre 2022 dans les ateliers Alstom de La Rochelle, après plus d'1 an d'essais intensifs dans son laboratoire ultramoderne. Ce TGV, dont le développement a été soutenu par l'État, je tiens à préciser, est un nouveau symbole de l'excellence de l'ingénierie française sur toute la chaîne de valeur ferroviaire. Car c'est l'alliance du savoir-faire d'un constructeur en amont, Alstom, et d'un opérateur en aval, SNCF Voyageurs, qui a permis de produire ce train innovant. C'est un vrai succès made in France. Le M signifie modularité. Un train qui n'est pas seulement modulaire sur le plan physique, mais capable de s'adapter aux besoins d'aujourd'hui, comme à ceux de demain, avec un accent renforcé sur la durabilité, la connectivité, l'efficacité et la flexibilité. Fort de plus de 400 innovations, ce train de 50 tonnes compte 40 000 pièces, 17 km de câbles et plus de 200 km de fils électriques. Il contient 100 tonnes de matériaux recyclés, métaux, textiles, plastiques et isolants, représentant à eux seuls 25% du train. Le train lui-même est recyclable à 97%, ce qui en fait le train à grande vitesse ayant la plus faible empreinte carbone au monde. Chaque wagon devient modulaire et peut être facilement transformé de la première à la seconde classe. Un système de rails intérieurs permet également d'interchanger les rangements et les équipements à bord. Selon les configurations, on va pouvoir faire varier le nombre de premières, le nombre de secondes. Dans la configuration maximum, on aura 720 places. Et puis dans les configurations avec plus de voitures de première, avec un bar, on sera à peu près au-dessus de 600 places. Le train s'adapte à chaque ligne. Davantage de place en première pour les voyageurs d'affaires sur les trajets du quotidien, ou plus d'espace pour les bagages sur une ligne touristique. La capacité totale augmente de 20% par rapport au TGV précédent, jusqu'à 740 places pour le TGV M contre 600 seulement pour le TGV Duplex. Une augmentation rendue possible grâce à sa structure modulaire, à des parois et plafonds plus fins et à une architecture en espace ouvert, tandis que le matériel technique est logé sous les planchers des wagons passagers ou dans les voitures de tête et de queue. Et les améliorations ne s'arrêtent pas là. Les motrices sont désormais plus compactes, 18 mètres au lieu de 22. Soit 8 mètres gagnés sur l'ensemble de la rame. Le nez est également plus fin et plus long afin d'améliorer l'aérodynamisme. Le matériel auparavant stocké sur le toit est désormais intégré à l'intérieur. Quant à la zone du pantographe, elle est optimisée pour fendre l'air avec un minimum de traînée. L'extérieur du TGV M est conçu sans un seul rivet. Chaque section est soudée pour former 2,5 km de joints, réduisant ainsi la traînée, augmentant la vitesse et réalisant des économies d'énergie. L'extérieur est peint en plusieurs tons de gris pour protéger le train des hautes températures estivales et réduire la consommation d'énergie de la climatisation. Les nouvelles voitures possèdent 25% de fenêtres de plus que les générations précédentes et sont dotées de films résistants à la chaleur pour un meilleur confort. Enfin, l'une des innovations les plus remarquables du TGV M est le greffon. Ce module high-tech s'insère entre la motrice et le dernier wagon. Ils contiennent une première mondiale, des batteries capables de stocker l'énergie nécessaire pour fonctionner de manière autonome en cas de coupure électrique ou même simple surcharge sur le réseau national. Résultat, les passagers ne seront plus jamais bloqués. Même en cas de panne du réseau, le TGV M peut utiliser son énergie stockée pour sortir d'un tunnel ou atteindre la gare suivante.
Il est aussi le premier TGV français conçu dès le départ pour la norme européenne de signalisation ERTMS niveau 2, permettant une circulation transfrontalière sans interruption. Un même train peut rouler en France, en Belgique ou encore en Allemagne, sans quasiment aucune adaptation, ouvrant la voie à de nouvelles lignes internationales à moindre coût. À bord, tout est informatisé. Des capteurs de maintenance prédictive surveillent tout, de l'usure des roues au fonctionnement de la climatisation, permettant aux opérateurs de détecter les anomalies avant qu'elles ne provoquent des perturbations. Pour les passagers, cela veut dire moins de retard et une fiabilité accrue, un aspect invisible mais essentiel de l'histoire de l'innovation du TGV-M. Finalement, le TGV-M utilise 20% d'énergie en moins que ses prédécesseurs à un seul niveau. Au-delà des records de vitesse, c'est un record de durabilité qu'il établit. Entrant dans le 21e siècle en parfaite harmonie avec les préoccupations de son temps. Et longue vie au TGV du futur, qui est maintenant le TGV du présent. Depuis près de 50 ans, le concept du TGV repousse les limites de la science et de l'ingénierie. Des travaux de génie civil révolutionnaires aux essais pour battre des records de vitesse. Symbole de l'expertise française, il illustre aussi la vitesse et l'ampleur avec lesquelles la science peut nous propulser dans le 21e siècle. Né à une époque où le monde dépendait des énergies fossiles, le TGV incarne aujourd'hui plus que jamais l'avant-garde d'un transport à grande vitesse, à la fois efficace et respectueux de l'environnement. Et les innovations ne s'arrêteront certainement pas là. Des centaines de concepteurs, ingénieurs, techniciens, conducteurs et agents ferroviaires consacrent leur carrière à imaginer et construire de nouvelles solutions pour les problèmes de demain. Toujours tourné vers l'avenir et les futurs challenges qui se profilent à l'horizon.